Sous la surface du temps, il existe des strates invisibles, des échos d'époques effacées, des empreintes d'événements que personne ne se souvient avoir vécus. Les continents se déplacent, les civilisations se relèvent et s'effondrent, mais certaines coïncidences ne semblent pas trop parfaites pour n'être que des hasards. Et si notre chronologie n'était qu'une superposition fragile, réécrite plus d'une fois. Des traditions anciennes murmurent sur l'existence de cycles, de mondes détruits et recréés. Les mythes se répondent à travers les continents comme des fragments d'une mémoire perdue. Dans ce silence, une question persiste, presque inaudible. Sommes-nous les premiers, ou seulement les derniers, à marcher sur les traces d'un monde effacé? Il existe au cœur de notre mémoire collective des cicatrices qui ne s'expliquent qu'au bar. Des traces enfouies dans le sol, des fragments de récipient transmis à voix basse, des ruines qui semblent surgir d'un passé qui ne correspond à aucune époque connue. Chaque civilisation laisse derrière elle un héritage, mais certaines empreintes paraissent bien plus anciennes que ce que la chronologie officielle admet. Elles reposent comme des ombres dans la poussière du monde, défiant le fil logique de l'histoire. Partout sur la planète, les pierres portent des marques que le temps n'a pas su effacer. Des constructions gigantesques se dressent, parfois au milieu de jungles inaccessibles, parfois au fond des océans. Les récits des anciens peuples décrivent des âges d'or suivis d'effondrements, comme si le monde avait déjà connu plusieurs recommencements. Il ne s'agit pas de simples légendes isolées, elles se répètent, se reflètent, se transforment, mais leur essence demeure. Toujours la même idée revient, quelque chose a existé avant nous, et cela fut effacé. Lorsque l'on s'attarde sur certaines découvertes, un étrange malaise s'installe. À Göbekli Tepe, en Turquie, on m'a dit d'immenses piliers sculptés se dressent depuis plus de 11 000 ans. Cette chronologie trouble car elle précède de plusieurs millénaires la naissance supposée des premières cités. Qui a donc gravé ces symboles dans la pierre, et pourquoi un peuple de chasseurs aurait-il construit un sanctuaire de cette ampleur avant même l'agriculture organisée? Ici, la mémoire humaine semble soudain s'étirer au-delà de ses propres limites. Dans les forêts d'Amérique centrale, des pyramides enfouies sous la végétation racontent une histoire semblable. Certaines datations suggèrent que des structures monumentales existaient avant les civilisations reconnues, comme si les Mayas eux-mêmes avaient hérité d'un savoir oublié. Ce ne sont pas seulement les pierres qui parlent, les mythes rapportent aussi la mémoire d'âges antérieurs. Le Popol Vuh, texte sacré des peuples mayas, décrit la création et la destruction répétée de l'humanité, comme si la réinitialisation du monde était inscrite dans l'ordre naturel. En Égypte, l'énigme est encore plus profonde. Certains blocs de pierre des temples, usés par le sable et l'eau, semblent porter les marques d'une antiquité plus lointaine que celle attribuée aux pharaons. Les bâtisseurs eux-mêmes, dans leurs textes, affirmaient ne pas être les premiers. Ils se disaient héritiers d'un savoir transmis par des dieux ou des êtres venus avant eux. Dans la lueur tremblante de ces inscriptions, on devine une conscience aiguë du passage des cycles. Chaque empire renaît sur les ruines d'un autre. Le plus troublant n'est pas seulement ce que l'on découvre, mais ce qui a été perdu. Partout, des bibliothèques entières ont disparu dans les flammes ou dans les eaux. L'incendie d'Alexandrie n'est pas un accident isolé, mais un symbole d'une perte répétée. À chaque époque, des fragments de mémoire disparaissent, laissant derrière eux des vides que l'on comble par des hypothèses. Et si ces pertes n'étaient pas seulement dues au hasard? Et si l'histoire se réinitialisait réellement, entraînant avec elle une amnésie collective? L'océan lui-même garde des secrets. Dans les profondeurs au large du Japon, les structures de Yonaguni dessinent des terrasses et des escaliers. Les chercheurs débattent encore, est-ce une formation naturelle ou la trace d'une main humaine datée de plus de 10 000 ans? La question reste suspendue, comme une énigme ouverte. Mais ce qui dérange, c'est la répétition. Toujours des indices qui semblent suggérer que d'autres ont construit avant nous, puis se sont effacés. Dans le silence des cavernes, la même impression revient. Les peintures de Lascaux ou de Chauvet, bien que datées de plus de 30 000 ans, montrent déjà une maîtrise artistique bouleversante. Ces images de bisons, de chevaux, d'ombres dansantes révèlent une humanité consciente, capable de symboles et de mémoire. Mais de quel monde provenaient ces artistes? Étions-nous déjà dans une ère perdue dont il ne reste que ces empreintes fragiles? À travers toutes ces traces, un fil invisible relie les continents. Les mythes d'inondation, par exemple, se retrouvent partout. Qu'il s'agisse du déluge biblique, du récit sumérien d'Utnapishtim ou des traditions autochtones d'Amérique du Nord,
Tous parlent d'eau venus effacer le monde. Ces récits pourraient être des métaphores, mais ils pourraient aussi être le souvenir d'un cataclysme réel, gravé dans la mémoire collective et transmis de génération en génération. Comme si l'humanité avait survécu à une première disparition puis reconstruit son histoire sur les cendres. Ce qui fascine, c'est le silence des archives officielles face à ces concordances. La science admet que des civilisations se sont éteintes, mais hésite à envisager que l'histoire entière puisse avoir été effacée plusieurs fois. Pourtant, certaines anomalies persistent. Cartes anciennes montrant des côtes inconnues à l'époque, pierres gravées d'oxtalins de constellations qui ne correspondent plus à notre ciel, légendes d'artefacts perdus. Toutes ces empreintes forment une constellation troublante, un murmure collectif. Il ne s'agit pas de dire que tout ce que l'on sait est faux, mais de reconnaître que des vides existent, béants, comme des pages arrachées dans un livre que l'on continue malgré tout à lire. Et ces pages manquantes pourraient contenir le récit d'ères antérieures, d'humanité effacée, réinitialisée. Chaque fois que l'on marche dans une cité en ruine, chaque fois que l'on observe des pierres rongées par le temps, il est possible que l'on se tienne en fait au seuil d'un monde oublié. Ces empreintes nous regardent. Elles ne crient pas, elles ne s'imposent pas, mais elles persistent. Elles invitent à contempler l'idée que notre histoire pourrait être bien plus longue, bien plus complexe et bien plus fragile que nous l'imaginons. Dans cette perspective, le présent n'est peut-être qu'une brève réapparition, un instant entre deux effacements. Ainsi commence le voyage, non pas vers ce que nous savons, mais vers ce que nous avons peut-être perdu. Les empreintes d'un temps oublié ne nous offrent pas de réponses claires, seulement des questions. Et ces questions ouvrent la voie vers d'autres énigmes. Que s'est-il réellement passé quand les eaux se sont levées, quand les glaces ont fondu, quand les civilisations ont disparu sans laisser de traces ? C'est là que nous entrons dans le domaine des mondes effacés par les flots, là où l'histoire semble s'être dissoute dans l'océan. Lorsque l'on contemple l'océan, son immensité impose silence. Les vagues avancent et se retirent avec une constance qui semble éternelle, mais sous cette surface mouvante, il existe une mémoire engloutie. Les eaux ont avalé des mondes entiers, et leur profondeur garde le secret de civilisations disparues. Si l'histoire peut être réinitialisée, peut-être est-ce par l'eau qu'elle trouve son instrument, le plus implacable. Dans les récits les plus anciens, la mer n'était pas seulement un espace à traverser. Elle est une entité capable d'anéantir et de recommencer. Les traditions mésopotamiennes, sumériennes et bibliques parlent toutes d'un déluge universel. Dans chacune de ces histoires, un peuple entier est effacé, une humanité est engloutie, et seuls quelques survivants portent la mémoire d'un monde perdu. Les mythes s'accordent, bien qu'ils naissent à des milliers de kilomètres les uns des autres. Cette convergence est troublante. Comment expliquer que des cultures éloignées décrivent le même effacement par les eaux, le même recommencement après la catastrophe ? Des preuves concrètes semblent prolonger ces récits. Dans la mer Égée, au large de l'île de Santorin, reposent les traces d'une cité brisée par un cataclysme il y a plus de 3000 ans. L'explosion du volcan Terra aurait provoqué des vagues gigantesques, effaçant en une nuit l'une des civilisations les plus florissantes de la Méditerranée. Les fresques retrouvées sous les cendres révèlent une société raffinée, mais ce raffinement n'a pas suffi à la protéger. Le flot a recouvert ses places, ses temples, ses foyers. Aujourd'hui encore, certains y voulaient l'écho d'Atlantide, l'île mythique décrite par Platon, engloutie par la colère des océans. Plus loin, dans l'océan Indien, les légendes du sud de l'Inde évoquent un continent disparu, Kumarikandam, un territoire immense que les eaux auraient englouti. Pour les anciens habitants du Tamil Nadu, leur culture descendait de ce royaume submergé, et leur langue le tamoul en serait le dernier vestige. L'histoire officielle ne reconnaît pas ce continent perdu, mais sur les côtes, des ruines marines commencent à révéler des structures mystérieuses, parfois alignées comme des temples. Le mythe et la réalité s'entrelacent, formant une zone floue où l'océan devient un gardien silencieux. Dans les profondeurs de la mer de Chine, près de l'île de Yonaguni, des plongeurs ont découvert des formations rocheuses taillées en terrasses, des escaliers, des plateformes massives. Certains affirment que ces structures sont naturelles, sculptées par les courants et les séismes. D'autres y voient les vestiges d'une cité bâtie par des mains humaines, il y a plus de 10 000 ans, avant que les eaux montantes ne la recouvrent. Si tel est le cas, cela bouleverse le récit accepté de nos origines. Cela suggère qu'avant même l'éveil des grandes civilisations connues,
D'autres avaient déjà existé, construites puis effacées par les flots. Les mythes des peuples autochtones d'Amérique racontent eux aussi des déluges. Les Hopis parlent d'un monde englouti par l'eau et du refuge pris par leurs ancêtres dans les entrailles de la terre. Les Mayas, dans le Popol Vuh, décrivent la destruction répétée de l'humanité, dont l'une par les inondations. Même dans les îles lointaines de Polynésie, on retrouve des légendes de continents disparus sous les vagues. Partout, les eaux semblent avoir la même fonction. Elles effacent quand pour recommencer. Ce qui frappe Sobolo Combo, c'est que les sciences modernes confirment une partie de ces intuitions. Lorsque les glaces béats de la dernière ère glaciaire ont fondu, il y a environ 12 000 ans, le niveau des mers a monté de manière vertigineuse. Des tachetis, des terres immenses ont disparu sous les océans, engloutissant des zones qui avaient déjà pu abriter des sociétés humaines. L'exemple le plus connu est Doggerland, ce territoire qui reliait autrefois la Grande-Bretagne à l'Europe continentale. Là où l'on voit aujourd'hui une mer grise et agitée, s'étendaient des forêts, des rivières et des villages. Les pêcheurs remontent parfois du fond de la mer des outils façonnés par des mains humaines, témoins muets d'une vie engloutie. Ce phénomène ne se limite pas à l'Europe. Dans le golfe de Cambay, en Inde, des explorations ont révélé sous l'eau des structures géométriques, des routes et peut-être même des bâtiments. Certaines analyses suggèrent une ancienneté qui dépasse les chronologies admises. Était-ce une cité florissante avant que la montée des eaux ne l'efface ? Si tel est le cas, il s'agirait de l'un des témoignages les plus directs d'une humanité oubliée par l'histoire officielle. Ce qui demeure le plus troublant, c'est la conscience qu'avaient certains peuples de ces effacements. Dans les récits anciens, le déluge n'est pas une simple catastrophe naturelle, il est une réinitialisation voulue, un acte du destin parfois divin, destiné à effacer les fautes et à redonner une chance au monde. Cette dimension symbolique résonne encore aujourd'hui. Peut-être que ces légendes ne décrivent pas seulement des événements géologiques, mais une expérience plus profonde, un souvenir universel de la fragilité humaine face aux forces de la nature. Les eaux sont sans mémoire apparente, mais elles conservent en silence les ruines qu'elles recouvrent. Chaque vague qui se brise sur une côte pourrait cacher la présence d'un temple submergé, d'un foyer disparu, d'un monde dont il ne reste que l'ombre. Ce silence océanique, cette obscurité liquide, sont les pages effacées de notre propre histoire. Les civilisations effacées par les flots nous rappellent que rien n'est permanent. Elles invitent à contempler notre propre vulnérabilité, car les océans qui ont déjà repris d'anciens mondes bordent toujours nos rivages. L'eau est à la fois source de vie et instrument d'oubli. En regardant l'horizon, on ne contemple pas seulement l'avenir, mais peut-être aussi les ruines invisibles de civilisations disparues. Et au-delà des flots, une autre force se dresse tout aussi implacable, celle des glaces et du feu. Car après les eaux, ce sont les cycles de la Terre elle-même qui semblent dicter l'effacement et la renaissance des mondes. Depuis la nuit des temps, l'humanité raconte l'histoire de terres perdues sous les vagues, de continents entiers engloutis par la mer, de royaumes lumineux effacés comme s'ils n'avaient jamais existé. Ces récits, loin d'être isolés, parcourent toutes les cultures, se glissent dans les épopées, les chants et les traditions orales. Ils constituent une mémoire souterraine, une manière de dire que le monde tel que nous le connaissons n'est peut-être qu'un chapitre parmi d'autres, précédé d'ères effacées. Parmi ces récits, l'Atlantide reste le plus célèbre. Platon, au IVe siècle avant notre ère, évoquait une île immense et puissante, au-delà des colonnes d'Hercule, engloutie en un seul jour et une seule nuit de malheur. Ce n'était pas, selon lui, une simple allégorie, mais l'écho d'une mémoire plus ancienne transmise par des prêtres égyptiens. Atlantide est devenu le symbole de tous les mondes disparus, un nom qui résume la fragilité des civilisations face à des forces qui les dépassent. Mais Platon n'était pas le seul à évoquer une terre engloutie. Ce récit trouve des parallèles dans d'autres continents, comme si différentes cultures portaient en elles la même blessure. Dans l'océan Pacifique, les peuples penantins, les peuples polynésiens racontent l'existence de terres immenses, aujourd'hui disparues. L'idée d'un continent englouti, parfois nommé Mu ou Lemuria, se retrouve dans leurs légendes, mais aussi dans des récits rapportés plus tard par des explorateurs et des écrivains. On y parle d'un territoire vaste, habité par des sociétés évoluées, effacées par les eaux à une époque reculée. Bien que ces noms soient souvent rejetés par l'histoire officielle, la récurrence du motif intrigue. Pourquoi tant de peuples éloignés ont-ils ressenti le besoin de transmettre l'histoire d'un monde perdu sous la mer ?
En Asie, certaines traditions védiques parlent aussi de terres englouties. Les récits anciens de l'Inde évoquent la destruction de royaumes entiers, engloutis par l'océan ou dispersés par des déluges. Le Mahabharata et d'autres textes sacrés contiennent des fragments de mémoire où l'eau devient le juge ultime, effaçant les cités humaines comme des dessins tracés dans le sable. Les Tamouls, quant à eux, gardent vivante la légende de Kumari Kandam, vaste continent qui aurait été submergé dans l'océan Indien, dont les survivants auraient transporté la langue et la culture jusqu'à nos jours. Les peuples du Nord ne sont pas en reste. Dans la mythologie nordique, le Ragnarök décrit la fin d'un monde où la mer submerge les terres avant qu'un nouvel ordre n'émerge. Si ce récit est souvent lu comme une métaphore de la destruction et du renouveau, il n'en demeure pas moins proche, dans son essence, des récits de déluge universels. L'idée de réinitialisation par les eaux est universelle, se glissant dans les traditions aussi bien des peuples arctiques que de ceux des tropiques. Ce qui rend ces mythes fascinants, ce n'est pas seulement leur contenu, mais leur résonance à travers le temps et l'espace. Partout l'on retrouve les mêmes images, des cités resplendissantes, des savoirs avancés, une humanité puissante mais imparfaite, puis la mer qui vient, brutale, inexorable, et à chaque fois quelques survivants porteurs d'un savoir fragmentaire chargé de reconstruire un monde neuf. Cette structure répétée agit comme une mémoire souterraine, suggérant que l'humanité conserve l'écho d'événements réels, même si la mémoire en est déformée par le mythe. Au-delà des récits, certains lieux semblent porter la marque de ces légendes. Dans les profondeurs du golfe de Cambay, en Inde, les chercheurs ont repéré des structures sous-marines qui évoquent des crampes des routes et des murs. Si ces vestiges sont confirmés, ils appartiendraient à un temps où la mer n'avait pas encore recouvert ces terres, bien avant les civilisations connues. Ces découvertes nourrissent l'idée que les mythes d'engloutissement ne sont pas uniquement des créations symboliques, mais qu'ils pourraient avoir un socle réel, enraciné dans la mémoire d'événements géologiques. L'un des aspects tonaux les plus troublants de ces mythes est leur fonction morale. Souvent, les récits d'engloutissement ne sont pas seulement des histoires de catastrophes naturelles, ils sont liés à la faute, à l'hybris, à la démesure des sociétés disparues. L'Atlantide de Platon n'est pas détruite au hasard, mais parce qu'elle s'est détournée de la vertu. Les récits bibliques insistent sur la corruption des hommes avant le déluge. Même dans les traditions orales des îles, les peuples disent que leurs ancêtres ont perdu le respect de l'équilibre, ce qui a provoqué la submersion de leurs terres. Ces histoires sont donc à la fois des mémoires et des avertissements. Elles suggèrent que l'humanité n'est jamais à l'abri de son propre effacement. On peut se demander si ces mythes ne sont pas le moyen qu'ont trouvé les peuples pour transmettre une vérité indicible, la fragilité des civilisations, l'impermanence de leurs réalisations. Même les royaumes les plus brillants peuvent disparaître dans les flots en quelques heures, et il ne reste que des récits, des murmures, des sabors, des symboles gravés dans la mémoire collective. Les mythes de mondes engloutis nous rappellent que le sol sur lequel nous marchons est instable, que nos cités pourraient un jour rejoindre celles qui dorment déjà sous la mer. Les océans continuent d'abriter ces fantômes. Parfois, les tempêtes révèlent des portions de littoral inhabituelles, où apparaissent brièvement des forêts pétrifiées, des routes antiques, avant que l'eau ne les recouvre à nouveau. Ces apparitions fugaces sont comme des rappels que les mondes perdus ne sont jamais entièrement effacés. Ils survivent dans des fragments, dans des pierres usées, dans des récits transmis au fil des générations. En écoutant ces histoires, on est saisi par une impression d'inachevé, comme si l'histoire officielle n'était qu'un livre incomplet, dont de nombreux chapitres manquent. Les mythes, eux, s'efforcent de combler ce vide en racontant l'indicible, les mondes effacés, les civilisations perdues, la mémoire engloutie. Ils n'apportent pas de certitude, mais ils éveillent une inquiétude douce, celle de savoir que notre monde pourrait lui aussi n'être qu'un écho provisoire, promis à disparaître. Ainsi les mythes de mondes engloutis ne parlent pas seulement du passé, ils nous tendent un miroir. Ils nous disent que nous faisons partie d'un cycle plus vaste, d'un récit dont nous ne percevons que quelques éclats. Et dans ce cycle, après les flots, vient toujours un autre rythme, celui du feu et de la glace, ces forces élémentaires des menhirs qui sculptent la terre et réécrivent la mémoire des hommes. À chaque tournant de l'histoire naturelle, la terre semble respirer à travers deux forces contraires. L'une brûle et consume, l'autre fige et endort. Le feu et la glace ne sont pas seulement des éléments, mais les deux battements d'un même cœur planétaire. Leur danse a marqué le destin des civilisations, les soulevant, les effaçant, les contraignant à renaître. Comme si le monde ne cessait de se réinitialiser,
alternant entre les flammes et les étendues gelées, entre l'ardeur qui réduit tout en cendres et le froid qui enferme les terres dans un silence de pierre. Lorsque l'on contemple les volcans, on aperçoit une vérité ancienne. La terre est instable. Sous nos pas, elle gronde, prête à briser le fragile équilibre des villes et des royaumes. Les éruptions ne détruisent donc pas seulement des villages isolés, elles effacent des cultures entières. Pompéi et Herculanum en sont des exemples spectaculaires, une civilisation figée dans la cendre, suspendue à jamais dans l'instant de sa disparition. Mais derrière ces cités célèbres, combien d'autres ont été anéantis, sans laisser de traces? Chaque volcan qui s'éveille rappelle la fragilité des mondes humains, comme si la terre reprenait brusquement ce qu'elle avait prêté. Le feu, dans les traditions anciennes, n'est pas seulement destructeur, il est purificateur, il brûle pour ouvrir un nouveau cycle. Dans les mythes hindous, les âges du monde s'achèvent parfois par un embrasement cosmique, une conflagration qui réduit l'univers avant qu'il ne renaisse. Chez les Grecs, le mythe de Phaéton raconte comment le char du soleil, échappé de tout contrôle, a embrasé la terre, provoquant sécheresse et incendies. Ces récits ne décrivant pas seulement des catastrophes imaginées, ils traduisent une mémoire profonde de l'instabilité, de l'éternel va-et-vient entre l'ordre et le chaos. Face au feu, la glace semble être son opposé, mais elle joue le même rôle dans l'histoire des hommes. Les grandes glaciations ont recouvert les continents, repoussant les populations, effaçant des territoires habités, redessinant les cartes. Là où s'étendaient des plaines fertiles, on trouve aujourd'hui des mers glacées. Là où des peuples circulaient, il n'était resté que le désert blanc. Les glaciers avancent et se retirent comme d'immenses vagues silencieuses, laissant derrière eux des mondes transformés. La fonte des glaces, il y a plus de 10 millénaires, a provoqué la montée des eaux, engloutissant des terres et effaçant peut-être des civilisations entières. Ainsi, la glace n'est pas un simple sommeil, elle est une main invisible qui réécrit la mémoire du monde. Les peuples ont gardé la trace de ces cycles dans leurs récits. Les Inuits parlent d'âges de glace où les terres furent englouties par la neige, contraignant les hommes à trouver refuge dans les grottes et à changer leur manière de vivre. Dans d'autres traditions, la glace symbolise une punition ou une purification, tout comme le feu. Les deux éléments, bien que contraires, semblent jouer le même rôle, celui de réinitialiser le temps, de briser les excès pour offrir une nouvelle chance. L'histoire géologique confirme cette alternance. Des périodes de réchauffement violent succèdent à des âges de froid intense. L'humanité à chaque fois doit s'adapter, reconstruire, migrer. Les vestiges que nous trouvons aujourd'hui, ces cités enfouies ou ces artefacts oubliés, pourraient en être les témoins d'âges entiers balayés par ces cycles. Les civilisations, comme les forêts, se consument ou se figent, puis renaissent ailleurs. Peut-être est-ce là le rythme profond de l'histoire, une succession de mondes brûlés et glacés, dont nous ne percevons que quelques fragments. Le feu et la glace ne se limitent pas à la terre elle-même, ils façonnent aussi les imaginaires. Dans les sagas nordiques, le monde commence dans la rencontre du feu et de la glace, deux forces qui, en se mêlant, donnent naissance à la vie. Ce récit symbolique rejoint la perception universelle de ces éléments comme créateurs, autant que destructeurs. Le feu réduit en cendres mais fertilise la terre. La glace enferme mais conserve, gardant intacts des vestiges que le temps aurait autrement effacés. C'est peut-être grâce à elle que des fragments d'humanité ancienne nous parviennent encore. Dans certaines régions, les glaciers ont rendu au monde des corps préservés, des outils, des traces de pas vieux de milliers d'années, comme si la glace avait choisi de protéger quelques témoins d'un âge disparu, de retenir dans son silence les preuves de vie effacées. Ces découvertes ne sont pas seulement archéologiques. Elles sont des fenêtres ouvertes sur des mondes antérieurs, rappelant que d'autres cycles humains ont existé avant nous. Aujourd'hui encore, le feu et la glace demeurent des ans présents, guettant. Les volcans peuvent s'éveiller, les calottes glaciaires peuvent s'effondrer. Ces forces de Kramathor ne nous appartiennent pas. Elles sont les battements profonds des coins de la terre qui parfois se rappellent Nonosumusiar à nous avec violence. Si l'histoire a été réinitialisée plus d'une fois, peut-être est-ce par ces cycles que le monde s'efface et recommence. Dans cette alternance, un enseignement se dessine. Rien n'est permanent, tout est cycle. Les civilisations se croient éternelles, mais elles sont fragiles face à ces forces immenses. Le feu et la glace, loin d'être seulement des phénomènes naturels, sont les gardiens silencieux du temps, effaçant les excès, rappelant aux hommes qu'ils ne sont que des passagers.
Et lorsque le feu s'éteint et que la glace se retire, il reste un autre ciel, un autre rythme, une autre mémoire, celle des étoiles. Car après avoir contemplé les réinitialisations par la Terre, vient le moment de lever les yeux vers le ciel, là où les astres dictent leur propre cycle et semblent inscrire dans la voûte céleste une histoire plus vaste que la nôtre. Il fut un temps où le ciel n'était pas seulement un décor nocturne. Les étoiles fixées dans la voûte sombre étaient des guides, des témoins, des gardiennes de la mémoire. Pour les peuples anciens, elles ne représentaient pas un mystère abstrait mais une langue, un langage silencieux que l'on pouvait lire. Les constellations servaient de calendrier, de boussole, mais aussi de récits. Elles disaient par le passé, elles avertissaient du futur, elles inscrivaient dans l'ordre cosmique les cycles de l'humanité. Dans les déserts d'Égypte, les prêtres levaient les yeux vers Orion, cette constellation que l'on retrouve gravée sur les parois et alignée avec les pyramides. Les 3 étoiles de sa ceinture correspondaient à l'agencement des grandes pyramides de Gizeh. Pourquoi cette correspondance ? Était-ce seulement une coïncidence esthétique ou bien une tentative de relier le monde terrestre au monde céleste ? Pour les anciens Égyptiens, le ciel et la terre n'étaient pas séparés. L'un reflétait l'autre. Les étoiles étaient des points fixes dans un univers changeant, des repères capables de traverser les effacements et les renaissances. Les Mayas, de leur côté, observaient avec une précision vertigineuse le mouvement de Vénus. Leur calendrier ne se contentait pas de mesurer le temps humain, ils suivaient les cycles célestes avec une fidélité étonnante. Le ciel devenait ainsi un livre, une archive vivante. Pour eux, chaque conjonction, chaque retour d'astre annonçait des bouleversements. Ces calculs n'étaient pas seulement des outils pratiques, mais la conviction que l'histoire humaine suivait le rythme du cosmos. Quand Vénus réapparaissait après une longue absence, c'était un signe que les temps changeaient, que des royaumes pouvaient tomber, que d'autres allaient surgir. Dans les plaines de Mésopotamie, les Sumériens et les Babyloniens dressaient des ziggourats, immenses escaliers de pierre, pour rapprocher leur regard du ciel. Là, les prêtres astronomes notaient les positions des planètes, des éclipses, des comètes. Chaque signe était interprété comme une écriture divine. Le roi n'agissait pas sans consulter les étoiles, car c'était elles qui dictaient les moments favorables et ceux de malheur. Dans ces sociétés, le ciel n'était pas une abstraction, mais un miroir de l'histoire terrestre. Les effacements, les catastrophes, les renaissances, tout semblait inscrit là-haut, comme un manuscrit cosmique. Ce lien entre l'homme et les étoiles traverse toutes les cultures. Les aborigènes d'Australie racontent dans leurs chants que les constellations ne sont pas seulement des repères, mais des récits ancestraux. Chaque motif céleste renvoie à une histoire transmise depuis des millénaires. Le ciel devient une bibliothèque invisible, accessible à qui sait écouter. Ce savoir, transmis sans interruption, pourrait remonter à des dizaines de milliers d'années, bien avant les premières écritures. Ainsi, même si les terres étaient effacées par les flots ou par le feu, la mémoire pouvait demeurer dans le ciel. Il existe une étrange concordance entre certains monuments et des événements célestes anciens. Des sites comme Stonehenge en Angleterre ou Nabta Playa en Égypte semblent avoir été conçus pour marquer les solstices, les équinoxes, les mouvements du soleil et des étoiles. Ces constructions n'étaient pas de simples observatoires. Elles traduisaient la conviction que les cycles du ciel et ceux de la terre étaient liés. Chaque pierre dressée, chaque alignement, témoignait de cette volonté de fixer dans la matière un reflet de l'ordre cosmique. Les peuples andins avaient d'eux aussi leurs repères célestes. Les Incas considéraient la Voie lactée comme une rivière céleste, reflétée dans les eaux sacrées de leur vallée. Les constellations noires, formées par les zones sombres de la Voie lactée, avaient pour eux une signification particulière. Elles annonçaient la venue des saisons, les moments de semailles et de récolte. Mais plus encore, elles inscrivaient la vie humaine dans un vaste tissu cosmique. L'homme n'était pas maître du temps, il n'était que le lecteur d'un texte déjà écrit dans les étoiles. Ce qui frappe, c'est la constance de ce motif à travers les continents. Partout, les peuples ont perçu dans le ciel une mémoire plus vaste que la leur. Quand les civilisations s'effaçaient, leur mythe demeurait inscrit dans les constellations. Ainsi, même si les archives terrestres disparaissaient, le ciel offrait un livre indestructible. Les étoiles, en leur silence, devenaient les gardiennes de l'histoire. Il existe aussi des légendes troublantes qui parlent d'étoiles tombées du ciel, venues bouleverser le cours du monde. Dans de nombreuses traditions, les comètes ou les météores ne sont pas de simples phénomènes. Ce sont des messagers annonçant des destructions, parfois la fin d'un âge.
Certains récits pourraient être les souvenirs transformés de catastrophes réelles, où un corps céleste a frappé la Terre, provoquant incendies et famine. Dans la mémoire collective, ces événements se sont transfigurés en avertissements mythologiques. L'impression qui se dégage est que l'humanité a toujours cherché à inscrire son histoire dans une dimension plus vaste que le sol fragile sur lequel elle marche. Le ciel offrait un cadre stable, un lieu où les cycles se répètent avec régularité, même quand les civilisations disparaissent. Là où la terre efface, le ciel conserve. C'est pourquoi les peuples se tournaient vers les étoiles pour préserver leur mémoire. Mais ce lien au ciel avait aussi une autre fonction. Il donnait un sens à la répétition des catastrophes. Les anciens savaient que tout s'efface et recommence, que les mondes passent et renaissent. En observant les étoiles, ils trouvaient une certitude. Même après l'effondrement, un nouvel ordre surgira. Le cycle des astres garantissait la continuité au-delà des ruines. Aujourd'hui encore, lorsque nous levons les yeux vers le ciel, nous contemplons les mêmes constellations que celles qu'observaient les bâtisseurs des pyramides ou les prêtres sumériens. Ces lumières sont des ponts entre leurs mondes effacés et le nôtre. Elles nous rappellent que nous ne sommes qu'une étape dans une temps d'histoire bien plus vaste, inscrite à l'échelle cosmique. Ainsi, les étoiles ne dictaient pas seulement la mémoire, elles invitaient à l'humilité. Elles rappelaient que l'homme est passager, que ses royaumes s'effacent, mais que le ciel demeure. Dans cette perspective, chaque civilisation n'est qu'une variation dans un cycle plus grand, un reflet provisoire en ordre universel. Et après les étoiles, vient le temps des pierres. Car si le ciel conserve la mémoire immuable, les pierres, elles, portent des cicatrices qui dérangent. Des ruines surgissent dans des lieux où elles ne devraient pas exister, comme si elles appartenaient à des mondes qui précédaient le nôtre. Il est des pierres qui dérangent, des monuments qui se dressent à contretemps, comme si leur existence contredisait l'histoire telle que nous la récitons. Certaines ruines semblent appartenir à des mondes plus anciens que les civilisations qui les entourent, comme si elles avaient survécu à plusieurs effacements. Elles sont là, massives, silencieuses, défiant la chronologie officielle. Le temps les a rongées, mais leur énigme demeure intacte. Qui les a bâties et pourquoi leur mémoire s'est-elle dissoute dans l'oubli? Dans les Andes, les murs de Sacsayhuaman intriguent par leurs blocs cyclopéens parfaitement ajustés. Chacun pèse des dizaines de tonnes, et pourtant, les pierres s'emboîtent avec une précision que les siècles n'ont pas altérée. Les Incas, dont l'art de bâtir était déjà remarquable, affirmaient en eux-mêmes qu'ils n'étaient pas les premiers à les avoir érigés. Selon leurs récits, ces murs appartenaient à un temps plus ancien, à un peuple disparu dont ils n'étaient l'un des que les héritiers. Ces pierres, noircies par le soleil et le vent, témoignent ainsi d'un passé qui dépasse la mémoire directe des hommes. Plus au nord, à Pumapunku, l'énigme s'épaissit. On y trouve des blocs de pierre taillés avec une précision étonnante, comme s'ils avaient été conçus pour s'emboîter dans un mécanisme gigantesque. Certaines surfaces sont si lisses qu'elles semblent issues d'une technologie bien plus avancée que ce que l'on attribue aux civilisations précolombiennes. Là encore, les traditions locales parlent d'être venues d'un âge antérieur, porteur d'un savoir oublié. On ne sait pas qui a vraiment construit ces structures ni dans quel but, mais leur existence suggère l'ombre d'un monde effacé dont les vestiges hantent encore le présent. En Égypte, les pyramides ne sont pas la seule énigme. Le temple d'Osirion, à Abydos, semble plus ancien que les monuments qui l'entourent. Ces pierres massives, taillées et assemblées avec une force brute, contrastent avec l'élégance des temples dynastiques. Certains égyptologues ont suggéré qu'il pourrait remonter à une époque antérieure aux pharaons, bien avant l'histoire connue. Là encore, un sentiment étrange s'impose. Et si ce temple était un témoin d'une ère disparue, conservé par hasard alors que tout le reste avait été effacé? Il existe aussi des cartes anciennes qui posent bonne question. La carte de Piri Reis, tracée au XVIe siècle, représente des côtes de l'Antarctique sans glace, comme si son auteur disposait d'une mémoire cartographique plus ancienne, héritée d'un monde antérieur à la dernière glaciation. Certains y voient que la preuve que des civilisations aujourd'hui disparues connaissaient déjà des territoires dont nous redécouvrons à peine l'histoire géologique. Si tel est le cas, alors les ruines ne sont pas seulement de pierre. Elles existent aussi dans les archives et les savoirs transmis en fragments. Les ruines mystérieuses ne se limitent pas aux terres. Dans les fonds marins, les structures de Yonaguni au Japon dessinent des terrasses et des escaliers qui défient toute explication naturelle évidente. Si elles sont le fruit d'une civilisation humaine,
Cela signifierait qu'un peuple bâtisseur existait il y a plus de 10 millénaires, bien avant l'apparition supposée des premières sociétés complexes. Ces pierres englouties sont le miroir des mythes de continents perdus, rappelant que les océans recouvrent peut-être une histoire parallèle, effacée mais toujours présente sous les vagues. D'autres sites surgissent à travers le monde. Les mégalithes de Baalbek au Liban, dont certains blocs dépassant en taille tout ce que l'on pensait possible de déplacer dans l'Antiquité. Les cercles de pierre de Nabta Playa, au cœur du désert égyptien, qui semblent alignés sur les étoiles bien avant Stonehenge. Les cités de pierre du Zimbabwe, dont l'origine se perd dans des récits obscurs. Chaque fois, la même impression revient. L'histoire officielle ne suffit pas à expliquer ces monuments. Ils semblent appartenir à un autre récit, effacé mais toujours perceptible. Pourquoi ces ruines sont-elles si dérangeantes? Parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans une continuité simple. Elles apparaissent comme des intrusions, des cicatrices d'un monde oublié, des fragments d'une humanité plus ancienne. Leurs bâtisseurs ont disparu, leurs langues se sont éteintes, leurs archives se sont dissoutes. Il ne reste que les pierres, lourdes, immuables, témoins muets d'un passé que nous n'osons pas reconnaître. Il est possible que ces ruines ne soient pas les témoins d'une seule humanité, mais de plusieurs cycles. Peut-être que d'autres peuples, bien avant nous, ont atteint un savoir et une puissance que nous avons sous-estimés. Leurs monuments, survivants improbables, sont les empreintes de ces âges perdus. Et si l'histoire s'était réinitialisée plusieurs fois, ces ruines seraient alors les rares vestiges ayant traversé les effacements successifs. Les traditions anciennes confirment parfois ce sentiment. De nombreux peuples affirment avoir hérité leur savoir d'être venus d'un âge antérieur. Les Égyptiens parlaient en des dieux qui avaient régné avant les pharaons. Les Mayas évoquaient prendre des générations d'hommes créés et détruits avant eux. Les peuples andins racontaient que leurs ancêtres avaient reçu l'enseignement de visiteurs mystérieux, surgis d'un temps oublié. Ces récits, loin d'être de simples fables, pourraient être la mémoire déformée de civilisations antérieures. Devant ces ruines, le voyageur moderne ressent un vertige. Les pierres semblent lui murmurer que son monde n'est pas le premier, qu'il s'inscrit dans une longue succession d'ères oubliées. Ce vertige ne se limite pas à l'archéologie, il touche à la mémoire collective, à la manière dont l'humanité conçoit son histoire. Peut-être n'avons-nous pas seulement perdu des archives, nous avons perdu des mondes entiers. Et si ces pierres qui ne devraient pas exister étaient des balises, laissées exprès pour rappeler l'existence d'un temps antérieur? Peut-être sont-elles les fragments d'un langage que nous n'avons plus les clés pour comprendre. Elles défient à notre logique parce qu'elles ne sont pas destinées à être expliquées par elles. Elles sont des témoins silencieux, destinés à rappeler que le monde est plus vaste que notre mémoire. Au-delà des pierres et des ruines, il existe d'autres empreintes tout aussi troublantes, celles laissées par les cataclysmes eux-mêmes. Car après les monuments impossibles vient le souvenir des forces qui les ont brisés, les résonances de grands cataclysmes dont les échos traversent encore le temps. À travers le silence des siècles, certaines secousses n'ont jamais cessé de vibrer. Les grands cataclysmes, qu'ils soient réels ou inscrits pas dans les mémoires sous forme de mythes, résonnent comme des tambours enfouis sous la terre. Ils ne se contentent pas d'avoir détruit des paysages ou des civilisations. Ils ont façonné la mémoire collective, transmis l'idée que le monde peut basculer en un instant, que tout ce qui semble immuable n'est en réalité qu'un fragile équilibre. Il suffit d'observer les récits transmis à travers les continents. Partout dans ce terrain, on trouve le souvenir d'une nuit où le ciel s'est embrasé, d'un jour où les eaux ont recouvert la terre, d'un temps où la terre a tremblé jusqu'à effacer des royaumes. Ces histoires se ressemblent tellement qu'elles semblent être des variations d'un même écho. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement leur contenu, mais la persistance avec laquelle elles hantent toutes les cultures. Comme si chaque peuple avait gardé en lui une cicatrice commune, la mémoire d'un effacement brutal. Dans les montagnes de Mésoamérique, les légendes parlent de tremblements de terre gigantesques qui auraient englouti des cités entières. Les anciens peuples voyant dans ces secousses l'action des dieux, qui mettaient donc fin à un cycle pour en commencer un autre. Dans les Andes, certains mythes racontent qu'avant l'actuelle humanité, d'autres hommes avaient existé, mais qu'ils avaient été effacés par des tremblements de terre et des inondations. Ces récits, transmis de génération en génération, sont comme des réminiscences d'événements réels, transformés par la poésie des traditions orales.
Plus au nord, les récits amérindiens décrivent le ciel s'assombrissant, les forêts s'embrasant, les animaux fuyant avant que des flammes venues du ciel ne consument le monde. Certaines de ces histoires ressemblent étrangement à la description d'un impact météorique. Il est possible que des événements de ce type aient marqué profondément la conscience des peuples, au point de se graver dans leur mémoire sous la forme de contes cosmiques. La résonance des cataclysmes ne réside pas seulement dans les ruines qu'ils laissent, mais dans le poids symbolique qu'ils impriment dans les traditions. En Méditerranée, la mémoire d'un cataclysme a traversé les millénaires. L'explosion du volcan Terra, sur l'île de Santorin, a été l'un des événements les plus dévastateurs de l'Antiquité. Des vagues immenses ont déferlé sur les côtes, détruisant des civilisations entières. Les habitants ont disparu, mais leur mémoire est restée, transfigurée peut-être dans le récit de l'Atlantide. Ce cataclysme particulier illustre à quel point un événement naturel peut devenir une légende universelle. Ce n'est pas seulement la terre qui tremble, c'est l'histoire elle-même qui vacille et se réécrit. Les cataclysmes ne sont pas toujours le fruit du feu ou de l'eau. Parfois, c'est le ciel lui-même qui semble se briser. Des traditions parlent d'étoiles tombées du firmament, d'incendies allumés par des lueurs venues d'en haut. Certains scientifiques associent ces récits à des impacts anciens, comme celui qui aurait marqué la fin de l'âge glaciaire, déclenchant des bouleversements climatiques rapides. Que ces événements soient exactement tels que décrits ou non importe peu. Ce qui compte, c'est qu'ils ont laissé une empreinte profonde, une résonance que rien n'a pu effacer. Dans l'Inde ancienne, les textes védiques parlent de batailles cosmiques, de feux qui embrasent le ciel, de mondes anéantis pour renaître autrement. Certains y voient une métaphore, d'autres une mémoire déformée de véritables catastrophes. Dans tous les cas, ces récits s'ajoutent un tout à l'immense chœur de voix qui racontent dans la même histoire. Le monde est fragile et les cataclysmes sont les instruments du destin. L'effet des grands cataclysmes ne se mesure pas uniquement en destruction matérielle, il modifie tout la conscience des peuples. Après une catastrophe, les survivants ne perçoivent plus le monde de la même manière. Ils gardent en eux la certitude que tout peut basculer. Cette certitude se transmet et finit par s'inscrire dans les mythes, dans les croyances, dans la manière de raconter l'histoire. Les tremblements de terre, les déluges, les incendies cosmiques deviennent des marqueurs temporels, des repères que l'on ne peut pas ignorer. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont ces résonances traversent le temps. Même après des milliers d'années, alors que les traces physiques ont disparu, les récits demeurent. Ils persistent dans la mémoire collective, comme une vibration qui ne s'éteint pas. C'est ainsi que des peuples séparés par des océans racontent des histoires similaires, parce que leurs ancêtres ont tous été marqués par des cataclysmes et que ces résonances se sont transmises de bouche en bouche, de génération en génération. Dans certains cas, les ruines elles-mêmes deviennent les témoins muets de ces résonances. Des cités effondrées, des temples brisés, des couches de cendres ou de sédiments marquent encore la violence de ces événements. Mais au-delà de la pierre et de la terre, c'est la mémoire invisible qui reste la plus puissante. Elle ne se voit pas, mais elle continue d'influencer les récits, les visions du monde, les peurs et les espoirs des peuples. Si l'histoire a été réinitialisée plus d'une fois, les grands cataclysmes en sont peut-être les instruments. Leurs résonances sont les preuves les plus tangibles que le monde n'est pas linéaire. Ils nous rappellent que les civilisations peuvent être effacées en quelques instants, et que ce qui en reste n'est pas seulement matériel, mais aussi symbolique. Ces résonances, inscrites dans nos traditions, sont comme des avertissements. Elles nous disent que ce qui a été détruit peut l'être encore, que rien n'est acquis, que nous ne faisons que marcher sur un sol fragile, porteur d'anciennes cicatrices. Et quand les résonances des cataclysmes se mêlent aux calculs des anciens, à leur calendrier brisé, à leur tentative de fixer l'ordre du temps, elles ouvrent une autre énigme. Comment les peuples ont-ils cherché à inscrire l'inévitable dans la mesure des jours et des années ? C'est là que nous entrons dans l'univers des chronologies perdues, des calendriers mystérieux qui semblent parfois avoir survécu à plusieurs mondes. L'humanité a toujours cherché à mesurer le temps, à l'enfermer dans des cycles, à le transformer en certitude. Mais derrière l'ordre apparent des calendriers se cache une réalité troublante. De nombreuses chronologies se sont effondrées, comme si elles avaient appartenu à des mondes désormais effacés. Des fragments de temps subsistent, isolés, portés par des calendriers mystérieux qui semblent provenir d'âges antérieurs, déconnectés de l'histoire que nous croyons connaître. Chaque civilisation a tenté d'imposer son rythme au monde. Les Mayas ont conçu l'un des systèmes calendaires les plus complexes de l'Antiquité, liant le cycle des jours au mouvement des étoiles et des planètes.
Pour eux, le temps n'était pas linéaire mais circulaire. Il se déroulait en vastes boucles, chacune marquée par une naissance et une destruction. Leurs prêtres savaient que chaque cycle s'achevait par un bouleversement et que le monde renaissait aussitôt. Ainsi, leur calendrier n'était pas seulement des instruments pratiques, il reflétait pour la conviction profonde que l'histoire se réinitialise encore et encore. En Égypte, les prêtres gardaient en sceau jalousement la connaissance de cycles immenses, liés aux étoiles et aux inondations du Nil. Certains textes, comme ceux retrouvés à Abydos, suggèrent l'existence de dynasties très anciennes, bien avant les pharaons connus. Ces listes brisées semblent indiquer une mémoire fragmentaire de règnes antérieurs, aujourd'hui perdus. Peut-être que les Égyptiens eux-mêmes se savaient héritiers d'une histoire plus vaste, dont ils n'avaient conservé que des éclats. En Chine, l'histoire est rythmée par la succession des dynasties et par un calendrier impérial étroitement lié au cycle céleste. Mais certains textes anciens parlent de rois mythiques ayant régné durant des millénaires, à des époques où les calendriers officiels ne suffisent point plus à mesurer la durée. Là encore, nous rencontrons une dissonance, une mémoire qui déborde le cadre que l'histoire accepte, comme si une chronologie parallèle s'était perdue dans les brumes. Les Grecs, eux, ont hérité des Égyptiens et des Mésopotamiens une obsession du temps cyclique. Platon parlait de la grande année, ce retour périodique des astres à leur position d'origine qui coïncidait avec la destruction et la renaissance des mondes. Dans cette vision, les civilisations ne sont pas uniques mais répétées, chacune effacée pour laisser place à une autre, inscrite dans un rythme cosmique. Le calendrier devient alors plus qu'un outil. Il est une tentative de capter la respiration même de l'univers. Mais ces calendriers, aussi sophistiqués soient-ils, se brisent. Lorsque les civilisations disparaissent, leur système de mesure s'effondre avec elles. Il ne reste que des fragments, des inscriptions sur la pierre, des codex à demi effacés, des ruines orientées vers les étoiles. Ces restes sont des fantômes de temps, incompréhensibles sans les clés qui ont disparu. Ainsi, des pans entiers de l'histoire humaine reposent dans des calendriers perdus, dont nous ne saisissons que les échos. Dans certains cas, les chronologies semblent volontairement effacées. Des conquérants imposent donc leur propre calendrier, détruisant celui de leurs prédécesseurs. L'incendie des bibliothèques, la disparition des manuscrits, l'érosion des pierres ne sont pas toujours dues au hasard. Parfois, c'est une volonté de réécrire le temps. De là naît un vertige. Combien de fois notre mémoire collective a-t-elle été réinitialisée non seulement par des cataclysmes naturels, mais aussi par l'oubli imposé? Le temps est fragile et sa mesure l'est encore plus. Dans les calendriers mayas, il existe des cycles si vastes qu'ils couvrent des dizaines de milliers d'années, suggérant que l'humanité n'en est pas à son premier passage. Dans certaines traditions indiennes, les yugas, ces âges cosmiques, décrivent des durées qui dépassent l'entendement. Ces conceptions, loin d'être de simples spéculations mythiques, pourraient être le souvenir de cycles anciens, vécus et oubliés. Les chronologies brisées seraient alors la preuve que plusieurs mondes ont déjà existé avant nous. Les ruines elles-mêmes confirment cette impression. Quand on observe des sites comme Nabta Playa, dont les alignements astronomiques précèdent l'histoire officielle, on devine que d'autres calendriers existaient, liés à des savoirs perdus. Ces pierres, dressées pour marquer le retour des saisons et des étoiles, sont les témoins d'un temps que nous ne comprenons plus. Leur langage est muet, parce que les clés ont été effacées. Mais leur simple existence révèle une maîtrise du temps par des peuples dont nous ne connaissons plus le nom. Certains peuples ont choisi une autre voie, inscrire la mémoire dans l'oralité, chanter le temps plutôt que le mesurer. Les aborigènes proudis par exemple ont conservé à travers leurs chants des cartes et des chronologies invisibles, parfois vieilles de dizaines de milliers d'années. Ces chants racontent des paysages disparus, des côtes submergées, des événements géologiques que la science moderne commence à confirmer. Là encore, la mémoire dépasse l'écrit. Elle s'enracine dans une chronologie parallèle, fragile mais persistante. Ce qui demeure le plus mystérieux, c'est la convergence de ces visions. Partout, les anciens semblent avoir perçu que le temps n'était pas une ligne continue, mais un cycle, une suite de destruction et de renaissance. Chaque calendrier perdu, chaque chronologie brisée, semble indiquer que nous ne sommes pas la première humanité. Peut-être ne faisons-nous que marcher dans les traces de celles qui nous ont précédés, répétant leurs gestes sans savoir que nous sommes déjà inscrits dans une boucle. Devant ces fragments, nous sommes confrontés à une énigme. Comment relier ces brisures? Comment reconstruire un récit à partir de calendriers épars, contradictoires, effacés?
La réponse nous échappe, promptionnant, mais l'impression persiste. Quelque chose nous manque, un pan entier de notre histoire a glissé entre nos doigts. Et si ces chronologies temps brisées n'étaient pas des accidents, mais les preuves d'un effacement volontaire? Peut-être que chaque cycle humain laisse derrière lui un message incomplet, destiné à éveiller une curiosité, à rappeler que le temps n'est pas une possession mais une illusion fragile. Lorsque l'on contemple ces calendriers perdus, on perçoit que la mémoire humaine est lacunaire, que l'histoire ne se transmet jamais intacte. Et dans ce silence, une question résonne. Que reste-t-il de ces mondes effacés, sinon quelques héritages impossibles, des traces non textes qui semblent appartenir à un temps qui n'est pas le nôtre? Certains objets, certaines traces semblent appartenir à un monde qui ne devrait pas exister. Ils dérangent car ils apparaissent trop anciens, trop sophistiqués ou tout simplement trop étrangers aux capacités que nous attribuons aux civilisations qui les auraient produits. Ces héritages impossibles des anciens sont comme des éclats d'un miroir brisé, fragments d'un savoir effacé, indices d'âge révolu dont nous n'avons gardé que des vestiges isolés. Ils posent une question silencieuse. Sommes-nous réellement les premiers à atteindre ce stade de connaissance ou ne faisons-nous que répéter, dans l'ombre, le chemin d'autres mondes disparus? Parmi les plus célèbres de ces énigmes figure le mécanisme d'Anticythère, retrouvé au large de la Grèce. Cette roue de bronze, corrodée par des siècles d'immersion, révèle en réalité un instrument d'une complexité stupéfiante. Derrière son apparence de débris marin se cache une machine capable de calculer les mouvements du Soleil, de la Lune et peut-être des planètes, avec une précision qu'on ne croyait pas possible dans l'Antiquité. Officiellement daté du IIe siècle avant notre ère, il surgit pourtant comme un intrus, un héritage d'un savoir trop avancé pour son époque. Et si ce n'était pas une invention isolée, mais le vestige d'une tradition plus ancienne, héritée de cycles oubliés? Plus loin, en Amérique du Sud, les lignes de Nazca s'étendent sur des kilomètres, tracées dans le désert, avec une régularité qui défie le hasard. Ces figures immenses ne peuvent être perçues que depuis le ciel, comme si elles avaient été conçues posant pour des yeux absents de la terre. Des animaux, des géométries, des spirales, chaque tracé est une énigme. Pour les peuples locaux, il s'agissait de voix sacrées, de messages adressés aux dieux. Mais leur ampleur et leur précision suscitent une autre interrogation. Ces tracés pourraient-ils être les restes d'un savoir qui dépassait la simple symbolique? Et si ces géoglyphes appartenaient à une logique perdue, inscrite dans une chronologie plus ancienne que la nôtre? Dans les traditions de l'Inde ancienne, on retrouve des descriptions d'armes et de machines volantes, les fameux vimana, évoqués dans les textes sacrés. Ces récits pourraient n'être que des métaphores, mais leur constance intrigue. Des batailles cosmiques, des engins traversant le ciel, des armes capables de brûler des cités entières, ces images résonnent étrangement, comme si elles traduisaient la mémoire déformée d'un âge technologique effacé. Ces héritages impossibles ne sont pas seulement matériels, ils se cachent aussi dans les mythes, dans les récits transmis comme des avertissements. En Égypte, les pierres portent des marques qui semblent raconter une histoire parallèle. Certaines inscriptions et sculptures donnent l'impression de machines ou d'objets qui ne devraient pas exister à cette époque. Les récits parlent de savoirs reçus des dieux ou d'êtres venus avant les pharaons. Même si l'on peut interpréter ces symboles autrement, leur présence répétée alimente une impression persistante. Les Égyptiens eux-mêmes se percevaient comme les héritiers d'un monde plus ancien, dont ils n'avaient conservé que des fragments. Dans d'autres régions, des pierres gravées ou des artefacts isolés surgissent comme des anomalies. Les pierres d'Ica, au Pérou par exemple, bien que controversées, montrent des scènes qui semblent appartenir à un autre temps. Hommes aux côtés de créatures disparues, instruments qui rappellent ceux de la médecine moderne. Même si ces objets sont sujets à débat, ils incarnent cette catégorie troublante d'héritage impossible, ces témoins qui ne trouvent pas leur place dans la chronologie établie. On retrouve aussi des indices dans l'architecture. À Tiahuanaco et Pumapunku, des blocs immenses, taillés avec une précision étonnante, semblent appartenir à un savoir technique hors de portée des peuples auxquels on les attribue. Certains blocs présentent des formes qui évoquent presque une logique mécanique, comme si ces pierres avaient été pensées pour s'assembler dans un ensemble plus vaste, dont nous n'apercevons que les ruines éparses. Ces monuments, loin d'être isolés, rejoignent le cortège de structures énigmatiques que l'on retrouve d'un continent à l'autre. Ce qui trouble le plus, ce n'est pas seulement l'existence de ces héritages, mais leur dispersion. Ils apparaissent partout,
dans les fonds marins, sur les hauts plateaux, au cœur des déserts, dans les mythes transmis par des peuples qui ne se sont jamais rencontrés. Leur ubiquité suggère une possibilité inquiétante, que plusieurs humanités aient déjà existé avant nous, atteignant des sommets de savoir avant de disparaître, ne laissant que ces fragments éparpillés. Ces héritages impossibles ne sont pas toujours matériels. Certains se cachent dans des connaissances qui semblent avoir survécu à des effacements successifs. Des peuples sans écriture possédaient des savoirs astronomiques précis, capables de prédire des éclipses ou de cartographier le ciel avec une exactitude étonnante. Comment expliquer de telles compétences sans supposer l'existence d'une mémoire transmise depuis un âge antérieur? Là encore, le temps se brouille, et l'on devine des transmissions qui dépassent la logique linéaire de l'histoire. Peut-être que ces héritages ne sont pas des intrus, mais des balises. Comme si chaque cycle d'humanité laissait derrière lui des traces destinées à éveiller la curiosité de ceux qui viendraient après. Ces fragments de savoir, qu'ils soient matériels ou symboliques, seraient à les messages d'un monde effacé, rappelant que nous ne sommes pas les premiers à arpenter cette terre. Leur fonction ne serait pas de nous offrir des réponses, mais de nous inviter à questionner nos certitudes. L'effet produit par ces héritages impossibles est toujours le même, un vertige. Ils nous forcent à admettre que notre mémoire est incomplète, que l'histoire essaie peut-être bien plus longue et plus complexe que nous l'imaginons. Ils nous obligent à envisager que ce que nous appelons progrès n'est peut-être qu'un recommencement. Nous marchons sur les ruines d'autres mondes et certains de leurs savoirs, inexplicablement, nous parviennent encore. Ces traces sont comme des éclairs dans la nuit, des rappels que d'autres ont existé avant nous. Mais elles ouvrent aussi une question plus profonde. Si ces héritages nous parviennent encore, qu'en est-il des traces d'une humanité plus ancienne, enfouie bien plus loin dans le temps et dans des pantines, au-delà des frontières reconnues de l'archéologie? Dans les profondeurs du temps, bien avant les civilisations connues, il existe des indices qui suscitent l'inquiétude. Des empreintes, des outils, des fragments de mémoire semblent indiquer que l'humanité pourrait être bien plus ancienne que nous ne le croyons. Ces traces, parfois discrètes, parfois spectaculaires, se dressent comme des énigmes dans le paysage archéologique. Elles ne s'intègrent pas dans la chronologie officielle et apparaissent comme des intrus, des témoins d'un passé qui aurait été effacé ou ignoré. Au fond des mines d'Afrique du Sud, on a retrouvé des sphères métalliques parfaitement polies, enfouies dans des couches géologiques vieilles de plusieurs milliards d'années. Certains chercheurs les considèrent comme des formations naturelles, fruits de processus lents et complexes. D'autres y voient la trace d'une intelligence ancienne, d'une main qui aurait façonné ces objets à une époque où, selon nos connaissances, l'homme n'existait pas encore. Ces sphères, qu'elles soient naturelles ou non, continuent de troubler par leur existence même. Elles rappellent que le passé profond de la Terre recèle encore bien des mystères. Des empreintes humaines ont également été signalées dans des couches géologiques qui semblent beaucoup trop anciennes pour coïncider avec l'histoire officielle de l'humanité. Certaines ont été contestées, rejetées comme erreurs d'interprétation, mais d'autres persistent, inscrites dans des strates où elles ne devraient pas se trouver. Si elles sont authentiques, elles suggèrent de l'existence d'hommes ou de créatures semblables bien avant l'émergence reconnue de notre espèce. Il existe aussi des récits de découvertes d'outils façonnés, retrouvés dans des contextes qui défient la logique. Des marteaux, des pointes, des fragments taillés apparaissent parfois dans des roches vieilles de millions d'années. Ces objets, bien qu'entourés de controverses, alimentent une question essentielle. Se pourrait-il que d'autres humanités aient existé, séparées de nous par d'immenses gouffres temporels, effacées au point de ne laisser derrière elles que ces traces isolées? L'Amérique offre également des énigmes troublantes. Des fouilles ont mis au jour des restes d'occupation humaine bien plus anciens que ce que l'on croyait possible. Là où la science plaçait l'arrivée des premiers hommes, il y a quelques dizaines de milliers d'années, certains indices suggèrent une présence beaucoup plus ancienne, ouvrant la perspective d'un récit entièrement différent. Ces découvertes, lorsqu'elles ne sont pas rejetées, obligent à réviser notre conception du temps. Mais peut-être ne sont-elles que la partie visible d'un continent de mémoire effacée. Les traditions orales confirment parfois ce sentiment. De nombreux peuples affirment descendre de cycles antérieurs d'humanité. Les Mayas parlaient de plusieurs créations et destructions successives, des hommes d'argile, des hommes de bois, détruits avant que les hommes de chair n'apparaissent. Les textes sacrés de l'Inde évoquent des âges immenses où vivaient
d'autres formes d'humanité, parfois dotées de pouvoir ou de savoir supérieurs. Ces récits, loin d'être isolés, tissent une toile commune qui suggère que l'humanité actuelle n'est pas la première, mais simplement la dernière à émerger d'un cycle de réinitialisation. Dans certaines cavernes, des peintures rupestres vieilles de dizaines de milliers d'années témoignent d'une maîtrise artistique qui défie l'idée d'un homme primitif. Les fresques de Chauvet en France montrent des scènes d'une beauté saisissante, avec des perspectives, des ombres, des mouvements. Elles révèlent une sensibilité esthétique et une conscience symbolique que l'on n'attendrait pas d'une humanité supposée balbutiante. Ces œuvres nous obligent à admettre que l'homme ancien possédait des capacités comparables aux nôtres, voire supérieures dans certains domaines. Peut-être héritait-il lui aussi d'un savoir plus ancien encore, transmis à travers les âges comme une braise fragile. La mémoire des géants revient également dans de nombreuses traditions. Des récits de peuples immenses, disparus avant l'avènement des hommes actuels, se retrouvent dans la Bible comme dans les légendes amérindiennes. Certains ossements, interprétés à tort ou volontairement dissimulés, alimentent cette idée que d'autres formes d'humanité ont pu exister. Ces géants, réels ou symboliques, incarnent peut-être la trace d'une humanité effacée dont nous ne percevons plus que l'ombre. Au-delà des artefacts et des récits, il existe une intuition profonde, celle que notre espèce n'est pas l'aboutissement, mais l'une des nombreuses expressions de la vie consciente sur cette planète. L'oubli, volontaire ou accidentel, a effacé les autres. Pourtant, des indices demeurent, comme des éclats de mémoire refusant de disparaître. Ces traces anciennes, souvent marginalisées, forment un murmure persistant qui questionne notre place dans le temps. Pourquoi ces indices sont-ils si dérangeants ? Parce qu'ils brisent le récit linéaire auquel nous nous accrochons. Ils suggèrent que l'histoire humaine pourrait être bien plus vaste, plus ancienne et plus complexe. Ils révèlent que nous ne connaissons pas entièrement nos origines et que nous avons peut-être perdu l'essentiel en traversant les effacements successifs. Si ces traces telles que sont réelles, elles posent une autre question. Pourquoi ont-elles été si soigneusement dissimulées ou ignorées ? Est-ce par prudence, par refus de bouleverser la chronologie établie, ou parce que certains savoirs doivent rester dans l'ombre ? Peut-être que chaque cycle d'humanité choisit de laisser quelques marques discrètes, assez claires pour éveiller les plus attentifs, mais assez floues pour rester invisibles à ceux qui ne veulent pas voir. Ces traces d'une humanité plus ancienne, qu'elles soient là gravées dans la pierre, enfouies dans les sédiments ou préservées dans les champs des anciens, sont des fenêtres entr'ouvertes sur un passé qui nous échappe. Elles ne nous disent pas tout, mais elles murmurent dans l'existence de mondes oubliés. Et si ces mondes ont vraiment existé, alors notre présent n'est peut-être qu'une répétition, une nouvelle tentative au milieu d'un cycle infini. Mais si l'on ose écouter ce murmure, une autre énigme surgit. Certaines archives semblent avoir été volontairement interdites, des savoirs effacés par des mains humaines, comme si l'on voulait empêcher que la mémoire d'une humanité plus ancienne ne nous parvienne. C'est vers ce silence construit, vers les archives interdites, que se tourne désormais notre regard. Il existe des absences qui crient en plus fort que les présences. Dans l'histoire de l'humanité, ce ne sont pas seulement les ruines et les traces visibles qui intriguent, mais aussi ce qui a disparu volontairement. Des bibliothèques entières réduites en cendres, des manuscrits effacés, des tablettes brisées, des traditions orales étouffées. Ces pertes forment un silence construit, une ombre organisée, comme si certains savoirs devaient rester à jamais cachés. Ce silence des archives interdites est l'un des mystères les plus troublants, car il suggère non pas un oubli naturel, mais une volonté d'effacement. L'exemple le plus célèbre demeure celui de la bibliothèque d'Alexandrie. Les récits racontent qu'elle abritait des centaines de milliers de rouleaux, contenant la mémoire accumulée des peuples de l'Antiquité. Connaissances scientifiques, récits historiques, traditions spirituelles, tout ce que le monde avait produit semblait y converger. Puis le feu est venu, et avec lui, l'oubli. Les détails de cette destruction varient selon les sources, mais l'essentiel demeure. Une mémoire irremplaçable a été effacée. Que contenaient ces textes perdus ? Peut-être des chronologies les plus anciennes, des descriptions de mondes disparus, des héritages impossibles des civilisations effacées. Ce qui nous trouble, ce n'est pas seulement la perte, mais le vide qu'elle a laissé dans notre compréhension du temps. Mais Alexandrie n'est pas un cas isolé. À travers le monde, les archives se sont souvent éteintes dans des flammes ou dans le silence.
Les codex mayas, brûlés par les conquistadors, ne nous ont laissé que quelques fragments. Dans ces pages perdues reposaient sans doute des siècles de savoir, des récits sur les cycles cosmiques, des mémoires d'âges antérieurs. Ce n'est pas la nature qui les a effacés, mais la main de l'homme, soucieuse de réécrire le récit. En Mésopotamie, de nombreuses tablettes d'argile ont été brisées, ou volontairement enterrées. Certaines, retrouvées, évoquent déjà l'existence d'humanité avant l'humanité, de cycles successifs effacés par des cataclysmes. Combien d'autres reposent encore, enfouis sous les ruines des cités anciennes, oubliées ou délibérément dissimulées. Chaque fragment découvert ouvre une fenêtre sur un monde qui semble étrangement familier, mais dont l'histoire officielle ne parle pas. Il existe aussi des traditions orales interdites. Dans certaines régions, les colonisateurs ont effacé les récits locaux, considérés comme païens ou dangereux. Ces chants, ces mythes, ces histoires ne survivent parfois que dans la mémoire de quelques anciens. Leur disparition programmée a contribué à couper le fil de la mémoire collective, effaçant des pans entiers d'histoire qui ne correspondaient maintenant pas au récit dominant. Ce silence est aussi une forme d'archive. Il ne reste pas ce qui a été dit, mais l'absence soigneusement maintenue de ce qui aurait pu l'être. Pourquoi ces archives ont-elles été effacées ? Était-ce seulement par peur, par domination culturelle ou par désir de pouvoir ? Ou bien y avait-il dans ces textes des vérités trop dérangeantes, trop dangereuses même pour être transmises ? L'idée que des savoirs anciens, témoins d'âges révolus, aient été volontairement supprimés, fait naître une inquiétude. Peut-être que l'humanité a déjà possédé des connaissances qui auraient bouleversé notre compréhension de nous-mêmes. Certaines allusions laissent qu'en penser que des institutions ont conservé une partie de ces savoirs dans des lieux inaccessibles, des archives interdites, protégées quand on est dans des sanctuaires, gardées par des ordres religieux ou politiques, mises à l'écart du monde. Si ces documents existent encore, ils ne sont pas destinés à la foule mais réservés à quelques initiés. Ce voile de secret renforce le sentiment d'un récit incomplet, d'une histoire tronquée. Dans les monastères les plus anciens, dans les caves des grandes bibliothèques, dans les coffres d'institutions discrètes, il pourrait reposer des fragments d'archives survivantes, mais elles ne sont pas accessibles et leur existence même est parfois niée. Pourtant, des indices subsistent, des références dans des textes secondaires, des rumeurs persistantes, des incohérences dans les chronologies. Tout cela alimente l'idée que certaines connaissances, loin d'être perdues, ont été volontairement soustraites. Ce silence des archives interdites n'est pas seulement une absence matérielle, il agit comme une frontière invisible. Il limite ce que nous croyons savoir, il trace une ligne entre l'histoire officielle et les possibles effacés. Derrière ce silence se cache peut-être la mémoire de cycles antérieurs, la preuve que l'humanité a déjà été réinitialisée plusieurs fois. Et si ces archives étaient un plus qu'un simple souvenir, si elles contenaient la conscience même des réinitialisations, les instructions laissées par des mondes antérieurs pour prévenir ceux qui viendraient après, alors leur effacement prendrait un sens nouveau. Empêcher que les survivants se rappellent trop clairement les cycles, forcer chaque humanité à redécouvrir seule son destin. Ce qui reste, ce sont des échos. De temps en temps, un manuscrit oublié réapparaît, un codex rescapé refait surface, une tablette enfouie livre ses signes, mais jamais le tableau n'est complet. Il manque toujours des fragments essentiels, comme si le puzzle avait été volontairement incomplet. Nous sommes condamnés à deviner ce qui se cache derrière le silence, à apercevoir dans l'ombre les contours d'un savoir interdit. Ce silence n'est pas un vide, c'est un espace chargé, dense, plein de ce qui aurait pu être dit. Il agit comme une énigme en soi, un rappel constant que notre histoire est incomplète. Et peut-être est-ce dans ce vide que réside le plus grand mystère. Ce que nous ne savons pas pourrait être plus important que ce que nous croyons savoir. Mais si ces archives ont été effacées ou interdites, c'est peut-être parce que leur contenu parlait des réinitialisations elles-mêmes. Dans de nombreuses traditions sacrées, en effet, on retrouve des allusions à des destructions répétées, à des renaissances cycliques. Ces textes, loin d'être marginaux, se trouvent au cœur de certaines religions. Ce sont eux qui suggèrent avec le plus de force que l'histoire a été réinitialisée plus d'une fois. Depuis toujours, les traditions spirituelles et religieuses ont tenté de donner sens au bouleversement de l'histoire humaine. Dans leurs récits, on retrouve souvent l'idée que le monde n'est pas unique, qu'il a existé plusieurs fois, et qu'il sera encore détruit pour renaître. Ces textes, transmis comme des révélations divines, conservent l'écho d'une mémoire plus vaste que nos simples chronologies. Ils racontent l'histoire d'une humanité effacée et recréée, inscrivant dans le sacré la possibilité de réinitialisation successive.
Dans les écrits de l'Inde ancienne, cette idée est centrale. Les yugas, les grands âges du monde, décrivent une succession de cycles immenses. L'humanité y apparaît, grandit, se corrompt, puis disparaît dans un chaos purificateur avant qu'un nouvel âge ne commence. Ces cycles ne sont pas des métaphores isolées. Ils sont au cœur d'une vision cosmique où tout revient encore et encore. Les textes védiques, puis les Puranas, parlent de destruction par le feu, par l'eau, par les tremblements de terre, chaque fin ouvrant la voie à une renaissance. L'univers lui-même, selon cette tradition, est périodiquement dissous, puis recréé. Ainsi, l'idée de réinitialisation n'est pas une hypothèse moderne. Elle est inscrite dans l'une des plus anciennes mémoires spirituelles de l'humanité. Chez les Mayas et les Aztèques, on retrouve une conception similaire. Leur tradition raconte que plusieurs mondes ont existé avant le nôtre, chacun détruit par un élément, l'un par les eaux, l'autre par le feu, un autre encore par les vents ou par des bêtes féroces. Le monde actuel n'est que le 5e soleil, précédé par 4 soleils éteints. Chaque cycle humain a été effacé, remplacé par un autre, avec de nouvelles règles, de nouveaux commencements. Ces récits n'étaient un temps pas seulement des mythes, ils guidaient la vie religieuse et les rituels, rappelant aux hommes que leur monde était fragile et provisoire. Les traditions bibliques et mésopotamiennes, elles aussi, portent l'empreinte de réinitialisation. Le récit du déluge, connu à travers l'histoire de Noé, trouve des parallèles plus anciens encore dans l'épopée de Gilgamesh, où Utnapishtim survit à une inondation qui efface l'humanité. Dans ces textes, l'eau est l'instrument de la réinitialisation, envoyé pour purifier une humanité corrompue et offrir un nouveau départ. La continuité entre ces récits, malgré la distance des cultures, suggère qu'ils sont plus qu'une invention. Peut-être le souvenir transformé d'un cataclysme réel qui marqua un basculement de cycle. Dans la Grèce antique, Platon évoquait la destruction répétée des hommes par des catastrophes cosmiques. Dans le Timée et le Critias, il parle d'un déluge qui efface l'humanité à intervalles réguliers, ne laissant que quelques survivants pour reconstruire. Pour lui, la mémoire de ces réinitialisations était conservée par certains peuples, comme les Égyptiens, qui affirmaient avoir survécu à plusieurs destructions. L'Atlantide engloutie en un jour et une nuit n'était qu'un exemple parmi d'autres de ces mondes effacés. Chez les Nordiques, le Ragnarök occupe la même place symbolique. Les dieux eux-mêmes disparaissent dans un embrasement apocalyptique. Le monde est recouvert par les eaux, mais après la destruction, une nouvelle terre surgit, verdoyante, où une humanité renaît. Là encore, destruction et renaissance sont indissociables. Le sacré ne décrit pas une fin absolue, mais une fin suivie d'un recommencement. Dans de nombreuses traditions africaines, on retrouve aussi des récits d'humanité successives. Certaines légendes évoquent des hommes créés de pierre, d'argile ou de métal, détruits l'un après l'autre avant que l'homme actuel ne voie le jour. Ces histoires, bien que transmises sous forme de contes, résonnent étrangement avec les récits d'autres continents. Comme si, au-delà des différences culturelles, l'humanité entière portait en elle le souvenir des cycles effacés. Ce qui frappe, c'est l'universalité de ce motif. Qu'il s'agisse des yugas de l'Inde, des soleils des Aztèques, du déluge biblique ou du Ragnarök nordique, l'idée est toujours la même. L'humanité n'est pas unique, elle est répétée. Chaque cycle est voué à l'oubli, chaque monde est temporaire, chaque civilisation n'est qu'un passage avant une nouvelle réinitialisation. Ces récits sacrés ne se contentent pas de parler du passé, ils portent aussi un avertissement. Ils rappellent que la corruption, l'orgueil, la démesure entraînent inévitablement la destruction. Les dieux ou les forces cosmiques effacent le monde lorsque celui-ci s'éloigne trop de l'équilibre. Ainsi, les traditions sacrées ne décrivent pas seulement des événements anciens, elles sont des mises en garde adressées à chaque génération. Elles disent que ce qui est arrivé hier peut arriver encore, que la fragilité de l'homme face au cycle est une vérité universelle. Peut-être que ces récits sacrés sont les véritables archives des réinitialisations. Là où les bibliothèques ont brûlé et les chronologies se sont brisées, les mythes ont survécu, portés par la voix, par le rituel, par la foi. Ils constituent un fil souterrain qui relie les âges effacés à notre présent. Leur langage symbolique, souvent difficile à déchiffrer, pourrait être la clé d'une mémoire plus ancienne que toutes les archives matérielles. Dans ce silence sacré, une certitude se dessine. Nous ne sommes pas la première humanité à marcher sur cette terre, et les traditions religieuses, en le rappelant, nous inscrivent dans un cycle bien plus vaste que nos chronologies limitées. Mais si les textes sacrés parlent de destruction répétée, certains vont encore plus loin.
Il suggère que le temps lui-même pourrait se répéter, que les réinitialisations ne sont pas seulement matérielles, mais temporelles. C'est alors qu'apparaît l'étrange idée des boucles, des mondes qui se rejouent encore et encore. Il existe une intuition étrange, persistante, que le temps n'avance pas en ligne droite. Certains mythes, certaines philosophies, certains rêves récurrents suggèrent que ce que nous vivons aujourd'hui a déjà eu lieu, qu'il se rejouera encore. L'idée d'une boucle temporelle n'est pas seulement une invention moderne, elle traverse les traditions les plus anciennes et s'impose comme une hypothèse troublante. Et si l'histoire de l'humanité, loin d'être un chemin progressif, était une spirale infinie, répétant les mêmes étapes, les mêmes effacements, les mêmes renaissances, les Grecs de l'Antiquité parlaient déjà de l'éternel retour. Pour certains philosophes, tout dans l'univers revenait à l'identique après une immense durée. Les astres reprenaient leur position d'origine, et avec eux, les événements se rejouaient, jusque dans leurs moindres détails. Cette vision est vertigineuse. Elle suggère que chaque geste, chaque mot, chaque pensée que nous croyons unique ne fait que se répéter dans une succession infinie de mondes identiques. Ainsi, nos vies actuelles ne seraient qu'une variation d'une partition déjà jouée d'innombrables fois. Les traditions indiennes, elles aussi, nourrissent cette conception. Les yugas, ces âges cosmiques, décrivent non seulement des cycles de destruction et de renaissance, mais aussi une répétition infinie. Le monde renaît, mais il renaît semblable. Ce n'est pas une simple suite, c'est une récurrence, une boucle où les mêmes erreurs, les mêmes triomphes, les mêmes effacements se succèdent. Le temps n'est pas une ligne qui s'étire, il est un cercle où tout revient. Dans les textes sacrés mésoaméricains, on retrouve cette même logique. Chaque don soleil est différent, mais chacun répète le destin des autres. Il s'élève, il brille, il décline, puis il s'éteint. L'humanité change de forme, mais son sort reste identique. Elle est condamnée à disparaître pour renaître à nouveau dans une variation du même motif. Les Aztèques vivaient avec cette conscience du temps cyclique intégrée dans leurs rituels, leurs sacrifices, leur vision du monde. Même dans les mythologies nordiques, le Ragnarök n'est pas une fin absolue. Après l'embrasement, après le déluge, un monde nouveau surgit, mais il ressemble étrangement à l'ancien. Les dieux disparaissent, mais certains reviennent, les hommes renaissent, mais ils suivent encore une fois le même chemin. Le cycle ne s'interrompt pas, il recommence. Cette idée des boucles temporelles n'est pas qu'un mythe, elle se retrouve aussi dans les intuitions modernes, dans ces impressions de déjà-vu qui troublent l'esprit. L'expérience soudaine de vivre une scène comme si elle avait déjà eu lieu pourrait être un écho de cette répétition. Comme si notre conscience par instant percevait les plis du temps. Devinez qu'elle marche sur une route déjà empruntée. Ces instants fugaces, si troublants, sont peut-être des fissures dans l'illusion linéaire, des rappels que le temps se replie sur lui-même. Certains pensent que les boucles temporelles expliqueraient aussi la présence des mythes universels. Comment expliquer que des peuples séparés par des océans racontent les mêmes histoires, décrivent les mêmes cataclysmes, évoquent les mêmes cycles, peut-être parce qu'ils n'inventent pas mais se souviennent, non pas d'un passé unique, mais d'un motif répété, d'une trame que chaque humanité vit à nouveau. Dans cette perspective, les traditions ne sont pas des inventions culturelles, mais des mémoires récurrentes ressurgies à chaque cycle du monde. Il est possible que ces boucles soient imparfaites, que chaque répétition ne soit pas identique mais légèrement différente. Comme une spirale, au détrônant, le temps reviendrait sur lui-même, mais à un autre niveau, créant des variations subtiles. Ainsi, les ruines impossibles, les héritages anachroniques et dans les mythes récurrents se réseau les traces de ces répétitions, des résonances laissées par des cycles passés qui se superposent aux nôtres. Les boucles temporelles posent une question vertigineuse. Avons-nous réellement le pouvoir de changer ? Si tout se répète, si les mondes renaissent toujours pour s'effacer encore, alors nos choix sont-ils illusoires ? Ou bien existe-t-il, dans chaque répétition, une possibilité de variation, une chance de briser le cycle ? Peut-être que chaque humanité effacée n'a pas su trouver cette issue, et que nous marchons nous aussi vers le même destin. Certains textes religieux ou mystiques laissent entendre que l'homme peut se libérer de ce cycle. Dans le bouddhisme, la roue des renaissances est une prison dont il est possible de s'échapper par l'éveil. Cette image rejoint l'idée que les boucles temporelles ne sont pas une fatalité, mais une structure dont on peut se détacher. L'histoire humaine, alors, ne serait pas condamnée à se répéter éternellement. Elle aurait la possibilité de franchir une porte invisible, de sortir de la spirale. Mais combien avant nous ont échoué à l'atteindre ?
Les boucles temporelles sont une hypothèse qui transforme notre rapport au temps. Elles transforment chaque instant en énigme. Est-ce la première fois que nous le vivons ou seulement la répétition d'un instant déjà effacé? Elles transforment chaque civilisation en fantôme. Est-elle vraiment nouvelle ou seulement une variation d'un monde disparu? Elles transforment l'histoire en théâtre, un drame répété à l'infini où les acteurs changent mais où la pièce demeure. Et si cette hypothèse est vraie, alors nous ne sommes pas seulement des héritiers de mondes anciens, nous sommes les reflets de nous-mêmes, rejouant indéfiniment les mêmes gestes. Nos cités, nos découvertes, nos effondrements ne sont pas uniques, ils ne sont que des étapes dans une boucle infinie. Cette idée n'apporte pas de réconfort, mais une étrange inquiétude. Elle suggère que nous ne sommes pas maîtres de notre destin, mais prisonniers d'un temps circulaire. Pourtant, même dans ce vertige, une question demeure ouverte. Si les boucles existent, peuvent-elles être brisées? Et si elles le peuvent, que deviendrait l'humanité libérée de la répétition? Peut-être sommes-nous des survivants inconscients, vivant dans une illusion de nouveauté alors que nous sommes les acteurs fatigués d'une pièce immémoriale. Et c'est cette question qui conduit vers l'étape suivante. Qui sommes-nous vraiment si ce que nous croyons être notre premier passage n'est en réalité qu'un retour? Et si notre civilisation n'était pas la première, mais simplement l'ultime réapparition d'un cycle qui s'est déjà joué? Cette hypothèse, aussi dérangeante que fascinante, nous invite à envisager notre monde non pas comme un commencement, mais comme une survivance. Dans cette perspective, nous ne serions pas des pionniers, mais des héritiers involontaires, marchant sur les décombres d'humanité effacées dont nous ignorons jusqu'au nom. Nous serions des survivants inconscients, porteurs de mémoires que nous ne savons plus lire, répétant des gestes que d'autres ont accomplis avant nous, sans jamais deviner l'ancienneté de notre héritage. Le silence des mythes et des ruines nous entoure comme un voile. Les pierres taillées de Pumapunku, les pyramides orientées vers les étoiles, les calendriers mayas, les récits de Védiques, tous semblent murmurer qu'il y eut quelque chose avant. Pourtant, notre conscience collective vit comme si nous étions les premiers, comme si la modernité constituait une rupture définitive. Ce paradoxe est troublant. Nous portons en nous des traces d'anciens mondes, mais nous les regardons sans les reconnaître pleinement. Peut-être que l'inconscience fait partie de notre condition. Les réinitialisations successives auraient effacé la mémoire directe des cycles précédents, ne laissant que des fragments, des ombres. Comme après un rêve, il nous reste des impressions floues, des symboles répétés, des histoires universelles. Nous continuons à bâtir, à inventer, à explorer, persuadés de notre singularité, mais tout cela pourrait n'être que la réplique d'un passé oublié. Certains éléments renforcent cette intuition. Pourquoi retrouvons-nous, sur des continents éloignés, des pyramides construites selon des principes similaires? Pourquoi les mythes du déluge, de la fin du monde, des renaissances cycliques apparaissent-ils partout dans des cultures séparées par des océans et par le temps? La réponse la plus simple est souvent celle que l'on refuse. Peut-être que ces peuples ne faisaient que transmettre la mémoire d'un même effondrement global, vécu par leurs ancêtres communs. Peut-être que nous-mêmes sommes les descendants lointains de ces survivants, inconscients de l'origine véritable de nos traditions. L'humanité actuelle pourrait être marquée par cette inconscience volontaire. Oublier serait une stratégie de survie. Porter la mémoire complète de toutes les destructions passées serait insupportable. Cela paralyserait toute tentative de recommencement. Alors, chaque cycle recommence dans l'oubli, comme une nouvelle chance, comme une table effacée. Mais des traces persistent, comme des cicatrices. Nous les appelons mythes, légendes, anomalies archéologiques. Elles sont peut-être les preuves involontaires que nous ne sommes pas les premiers. Il existe aussi une dimension plus intime. Parfois, l'individu ressent un écho étrange, comme s'il avait déjà vécu certaines scènes, comme si sa mémoire portait des strates invisibles. Ces impressions de déjà-vu, ces rêves où apparaissent des paysages inconnus mais familiers, pourraient-ils être les fragments d'une mémoire plus ancienne que la vie individuelle? Peut-être que nos esprits conservent, quelque part dans leur profondeur, les résonances des mondes effacés. Nous serions alors les héritiers non seulement d'une histoire collective, mais aussi d'un inconscient universel, chargé des souvenirs d'humanité disparue. Être un survivant inconscient, c'est aussi répéter sans le savoir les erreurs des mondes passés. Les mythes avertissent-on, l'orgueil, la démesure, la rupture de l'équilibre mènent toujours à la destruction. Pourtant, chaque civilisation suit la même pente, persuadée d'être unique, incapable d'apprendre véritablement des avertissements. Si nous sommes la réplique d'un cycle, alors notre inconscience pourrait être le piège qui nous condamne à répéter indéfiniment la même trajectoire. Mais il existe une autre possibilité.
L'inconscience pourrait n'être que partielle. Les survivants des anciens mondes auraient peut-être laissé des balises pour les cycles futurs, des monuments alignés sur les étoiles, des récits sacrés, des légendes universelles, autant de messages codés, incomplets mais insistants, destinés à réveiller une intuition. Peut-être que notre tâche n'est pas d'éviter d'être des survivants inconscients, mais de devenir des survivants conscients, capables de lire ces signes et d'en comprendre la portée. Cela suppose une humilité nouvelle, accepter que nous ne sommes pas les premiers, que nous ne sommes pas les seuls, que d'autres ont marché avant nous. Accepter que notre science, notre technique, notre culture ne sont pas une rupture absolue, mais un épisode dans une suite beaucoup plus vaste. Accepter que notre mémoire est lacunaire et que ce qui a été perdu est peut-être aussi important que ce qui a été conservé. Être un survivant inconscient, c'est vivre sans savoir sur quelle ruine nous bâtissons. Mais être un survivant conscient, ce serait reconnaître que notre présent s'inscrit dans un cycle immémorial. Ce serait lire dans les mythes non pas des fables, mais des avertissements. Ce serait comprendre que les réinitialisations ne sont pas seulement des destructions, mais aussi des opportunités d'éveil. La question demeure, avons-nous la capacité de devenir conscients ? Ou sommes-nous condamnés à répéter encore et encore les mêmes erreurs, les mêmes excès, les mêmes effondrements ? Peut-être que chaque humanité a été confrontée à cette interrogation et qu'aucune n'a su y répondre. Peut-être que notre monde, comme les autres, est déjà promis à l'oubli, malgré les signes laissés pour nous guider. Et pourtant, l'idée même que nous nous posions cette question pourrait être un signe. Car si nous sommes capables de soupçonner l'existence de ces cycles, si nous percevons que nous marchons sur des ruines invisibles, alors peut-être commençons-nous à éveiller notre mémoire. Peut-être que notre inconscience se fissure, laissant passer une lueur. Sommes-nous des survivants inconscients ? Ou sommes-nous les premiers à ouvrir les yeux sur la répétition des mondes ? L'avenir le dira. Mais une certitude demeure. Si nous sommes les derniers héritiers d'un cycle, alors nous sommes aussi ceux qui portent la responsabilité d'écrire ce qui viendra après. Et dans ce vertige, une dernière idée s'impose. Si le monde se répète, si l'histoire se rejoue, alors il existe peut-être un retour éternel, un mouvement sans fin qui ramène toujours l'humanité à son point de départ. C'est là que réside le dernier mystère, l'éternel retour du monde effacé. Il est des idées qui dépassent les civilisations, des intuitions qui traversent le temps comme des ombres persistantes. Parmi elles, celle de l'éternel retour demeure la plus troublante. Elle ne parle pas seulement de cycles, ni même de réinitialisation ponctuelle, mais d'un mouvement infini qui ramène toujours l'humanité à son point de départ. Dans cette vision, tout ce que nous vivons a déjà été vécu, tout ce que nous construisons a déjà été détruit, et tout ce que nous perdons renaîtra encore. Le monde effacé ne disparaît jamais tout à fait. Il revient encore et encore, comme un souffle cosmique que rien ne peut arrêter. Les traditions anciennes semblent l'avoir pressenti. Dans l'Inde des âges védiques, l'univers entier se dissout et renaît à intervalles réguliers. Les brahmanes affirmaient en a que même les dieux étaient soumis à ce cycle immense, engloutis dans un sommeil cosmique avant d'émerger à nouveau dans une création semblable à la précédente. L'éternel retour n'est pas seulement terrestre, il est cosmique. Le monde lui-même est un battement, une respiration infinie où chaque cycle répète l'ancien avec une précision implacable. Chez les Grecs, cette idée trouve un écho particulier dans la pensée philosophique. Certains imaginaient en que, lorsque les astres reprennent exactement la même position dans le ciel, tout l'univers recommence à l'identique. Non seulement les civilisations, mais les individus eux-mêmes rejouent leur vie, pas à pas, geste après geste. Cette perspective est vertigineuse. Nos existences, que nous croyons uniques, pourraient en être des variations éternelles, prisonnières d'une boucle que rien ne peut briser. Les peuples mésoaméricains vivaient eux aussi dans cette conscience du retour. Leur calendrier circulaire inscrivait la certitude que chaque monde n'était qu'un soleil parmi d'autres, destiné à s'éteindre avant de renaître. Le soleil actuel, le 5e, n'était pas définitif. Il finirait par disparaître comme les précédents avant qu'un 6e ne se lève. Leur temps n'était pas linéaire, il était circulaire, écrit dans une pierre sans fin. Dans les mythes nordiques, le Ragnarök n'est pas une fin, mais une répétition. Après l'embrasement du monde et la chute des dieux, une terre neuve surgit, verdoyante, où les survivants recommencent. Mais ce recommencement est-il vraiment neuf ou n'est-il qu'un reflet du cycle précédent ? L'impression qui demeure est celle d'une pièce de théâtre rejouée à l'infini, où seuls les acteurs changent de nom. Ce qui est si troublant, c'est que cette idée traverse les continents sans jamais disparaître. Partout,
Les hommes ont pressenti que le monde n'est pas une ligne droite, mais un cercle. Et partout ils ont raconté cette répétition comme une fatalité. La corruption mène à la destruction mène à la renaissance, et la renaissance conduit à une nouvelle corruption. Le cercle ne se brise jamais, il s'étend à l'infini. Mais alors que signifie l'éternel retour pour nous? Si nous sommes les héritiers d'humanité effacée, si nous rejouons les mêmes gestes, alors notre présent n'est pas unique. Il est seulement une variation d'un motif immuable. Nos cités, nos sciences, nos mythes ne sont pas des inventions nouvelles, mais des répliques. Même nos interrogations sur l'éternel retour sont peut-être des répétitions. D'autres, avant nous, se sont posé la même question, ont ressenti le même vertige avant d'être effacés à leur tour. Et pourtant, il existe dans cette répétition une dimension mystérieuse. Car si tout revient, si tout se rejoue, alors rien n'est vraiment perdu. Les mondes effacés ne sont pas morts, ils dorment dans le cycle, attendant leur retour. Nos vies actuelles, nos civilisations, nos ruines futures, tout cela est déjà inscrit, mais aussi éternellement présent. L'oubli n'est qu'une illusion. Dans le grand cercle du temps, rien n'est détruit, tout est conservé dans la répétition. Cette perspective suscite à la fois une angoisse et une forme d'apaisement. L'angoisse de savoir que nous sommes peut-être prisonniers, condamnés à rejouer sans cesse la même histoire, mais aussi l'apaisement de sentir que rien n'est définitivement perdu, que les mondes effacés ne disparaissent jamais vraiment. Ils reviennent, portés par le souffle de l'éternel retour. Peut-être est-ce là le sens profond des ruines, des mythes et des archives perdues. Elles ne sont pas seulement les témoins d'un passé oublié, elles sont les signes que le cycle continue, que le monde effacé reviendra. Chaque pierre taillée, chaque récit sacré, chaque fragment de savoir est une résonance du retour, une cicatrice du cycle éternel. Il était possible que l'humanité actuelle ne soit pas consciente de sa place dans ce mouvement. Nous vivons comme si nous étions uniques, comme si notre histoire était linéaire. Mais les mythes, les traditions et les anomalies archéologiques nous rappellent sans cesse que nous ne faisons que marcher dans les traces d'un chemin circulaire. Nous sommes les héritiers d'un retour immémorial, les acteurs d'une pièce qui ne s'achève jamais. Alors reste la question essentielle, l'éternel retour est-il une prison ou une promesse? Si nous sommes condamnés à répéter, alors nos efforts n'ont pas de fin. Mais si dans chaque retour existe une nuance, une possibilité de variation, alors peut-être que nous pouvons infléchir le cycle. Peut-être que l'histoire n'est pas un cercle parfait, mais une spirale où chaque retour nous rapproche d'une compréhension plus profonde. Les mondes effacés ne sont pas derrière nous, ils sont devant nous, autour de nous, en nous. Nous les portons dans nos mythes, dans nos ruines, dans nos rêves. Leur retour est inévitable, mais il n'est pas forcément identique. Dans cette boucle, il y a encore place pour une conscience nouvelle, pour un éveil. Et si l'humanité enfin se souvenait, si nous reconnaissions dans les pierres, dans les étoiles, dans les mythes, la preuve de nos propres réapparitions, alors l'éternel retour cesserait d'être une fatalité. Il deviendrait une mémoire, un savoir, une voix. Peut-être que la question n'est pas de savoir si l'histoire a été réinitialisée plusieurs fois. La vraie question est de savoir si nous avons la force de nous souvenir et d'affronter ce souvenir. Car dans le silence qui entoure les mondes effacés, dans le vertige des boucles infinies, c'est peut-être la mémoire elle-même qui nous manque et que nous cherchons sans le savoir. Ainsi se referme le cercle, mais il ne s'achève pas. Car tout ce qui se termine recommence. Le monde effacé revient toujours. Et dans cette répétition immuable, nous ne sommes pas seulement des survivants. Nous sommes les passagers de l'éternel retour.